L'un des plus grands producteurs de produits électroniques chinois, en l'occurrence Foxconn, annonce, en raison de la hausse des salaires, qu'il souhaite robotiser, voilà, automatiser massivement. Il a annoncé effectivement qu'il allait acheter plusieurs dizaines de milliers de robots. Mais je reviens à ce qui s'est passé à partir des années 90, dans les années 90 et 2000. Finalement, cette possibilité d'utiliser du travail à bon marché au lieu d'investir dans l'automatisation et l'informatisation a conduit à une stratégie de sous-investissement, finalement. Ça a freiné un mouvement nécessaire, oui. On peut dire d'ailleurs, oui, ce qui est dans la logique de cette évolution du système productif, c'est l'émergence d'une économie ultra-capitalistique. C'est-à-dire dans laquelle, en fait, on peut dire par rapport à la formalisation des économistes où ils aiment bien utiliser des modèles où il y a une fonction de production avec deux facteurs de production qui sont le capital et le travail. Le capital étant du travail stocké, du travail accumulé, ou comme on dit du travail mort, bon, et le travail étant le flux de travail vivant nécessaire pour la production. Eh bien, l'automatisation donne une part très très importante au capital, non pas capital financier, mais capital sous forme de travail stocké, hein, les automates, les robots, les programmes informatiques, l'organisation bien sûr, enfin tout ce que l'on peut faire avant de produire. Et puis, l'intervention du travail dans le flux de la production elle-même devient extrêmement minime puisqu'il se réduit à quelques supervisions et à de la maintenance. Et donc, ça, c'est la tendance. C'est pas l'usine chinoise des années 90 ou 2000. Oui, mais ça le devient. Ça le devient. Ça le devient. Et donc, c'est peut-être pas le modèle exact de l'entreprise d'aujourd'hui, mais je dirais que c'est la cible, c'est l'horizon de l'entreprise contemporaine. Voilà. L'entreprise contemporaine, c'est-à-dire celle qui répond de manière raisonnable, de manière intelligente au changement de système technique tel qu'il s'est produit. Vous savez, c'est une contrainte, en somme, c'est une contrainte physique. C'est-à-dire notre rapport à la nature a changé. Nous n'avons plus la même façon de nous comporter vis-à-vis des ressources naturelles que nous voulons transformer en produits. Hein. Le fait d'utiliser l'informatique, d'utiliser les automatismes, modifie notre façon d'agir, modifie aussi notre façon de penser. Hein. Ça a énormément de conséquences anthropologiques et ça change réellement les conditions pratiques du système productif. On peut, comment dirais, il est presque inconcevable que ce phénomène ne soit pas perçu, il ne l'est pas assez. Mais ça me paraît à moi incroyable tellement ça crève les yeux, cette évidence. Les conditions physiques de la production ont changé. Physiques, pratiques, matérielles. Ce n'est pas de l'idéologie, hein, c'est un constat pur et dur. Après, il faut en tirer les conséquences. Donc il y a ce lien paradoxal et ambigu entre la globalisation et l'informatisation. Mais une des conséquences de la globalisation, ça a été en quelque sorte une espèce de déterritorialisation de la production. On ne sait plus très bien où un produit est fabriqué. On ne sait plus très bien où est la valeur, comment est captée la valeur, comment est produite la valeur. Oui, alors il faut s'intéresser aussi à ce que sont devenus les produits. Hein. Et comment on produit? Bon, c'est les deux questions qui sont derrière ça. Comment on s'organise pour produire? Bon, d'abord, les produits sont devenus, justement grâce à l'informatisation, ce sont devenus des assemblages de biens et de services. Hein. Vous voyez que le produit emblématique de l'industrie mécanisée d'autrefois, l'automobile, eh bien, c'est devenu un assemblage de biens et de services. La voiture est associée à un service financier, un service d'entretien, un service de garantie pièces et main-d'œuvre, un service d'assurance vous voyez, un service de location. Et vous voyez qu'avec la voiture mise à disposition des Parisiens, ça va encore un cran plus loin. Et donc l'automobile ne se sépare pas des services qui l'accompagnent. Si votre chef d'atelier est mal aimable, ben vous allez changer de marque de voiture. C'est quelque chose qui est... on ne peut plus dénouer les choses. Et ce qui permet d'assurer cet assemblage de biens et de services, c'est précisément le système d'information qui va mettre à la disposition des concessionnaires les outils qui leur permettent de passer des commandes de pièces détachées, qui permettent aussi de réaliser l'entretien des voitures, puisqu'il faut des logiciels pour tester les voitures. Ce que vous voulez dire, c'est que
on est bien trop limitatif dans la conception qu'on a d'un produit industriel aujourd'hui. Ce n'est pas que l'aspect matériel du produit. Voilà. Ça va de la conception en amont à tous les services après-vente, les services financiers. En fait, les services sont partout dans la production industrielle. Ils font partie du produit. C'est-à-dire le produit ne se sépare plus, hein, ne s'identifie plus à l'objet comme ce verre, c'est un objet matériel. Il me rend un service utile, qui est que je peux boire, c'est un service utile. Et ce qu'on demande au produit maintenant, c'est de rendre le service utile, comme le dit Philippe Moati avec sa théorie des effets utiles, que je trouve très, très féconde et très éclairante. Hein, ce qu'on attend du produit maintenant, c'est qu'il serve à quelque chose. Voilà. Donc on ne peut plus séparer d'un côté l'industrie manufacturière dure, les services de l'autre côté. Il y a aujourd'hui une sorte d'industrie servicielle. Industrie servicielle est une bonne expression. Et alors justement, cette complexité, cet enrichissement du produit, ça a des tas de conséquences pratiques à la fois sur la production et sur le rapport avec le client. Du côté de la production, l'élaboration de ces assemblages suppose un ensemble de compétences qu'il est difficile de faire assurer par une même entreprise. Et puis par ailleurs, il se trouve que comme l'activité est essentiellement capitalistique et que presque tout le coût de production a été dépensé avant qu'on ait vendu la première unité, le risque d'entreprise est extrêmement grand. Deux raisons qui militent pour qu'en fait la production soit découpée entre plusieurs entreprises fonctionnant comme un réseau de partenaires. La partie des coûts fixes est devenue très importante dans la production moderne. Essentielle. Et généralement, étant donné la complexité des produits et la difficulté de la conception, de la programmation des automates, etc., elle est devenue extrêmement coûteuse, cette conception. Vous savez que la conception, par exemple, pour prendre un exemple, la conception d'une puce, d'un microprocesseur coûte 12 milliards de dollars. La conception d'un système d'exploitation nouveau, type Windows, coûte à peu près du même ordre de grandeur. Donc le risque d'entreprise est énorme, d'autant plus énorme que dans une économie mondialisée, vous ne maîtrisez jamais les initiatives de vos concurrents. Vous pouvez très bien avoir un Coréen qui, en même temps que vous, développe un produit concurrent et qui vient vous piquer votre marché. On voit ça très bien, par exemple, la violence de la concurrence dans l'industrie des téléphones mobiles. Hein, vous voyez les difficultés qu'a eu une entreprise de pointe comme Nokia, qui a été prise par surprise, par des innovations qu'elle n'avait pas anticipées, etc. Donc c'est une économie très dangereuse. Raison de plus pour qu'on partage les risques avec des partenaires, hein, et qu'on bâtisse donc un réseau d'entreprises partenariales apportant leurs compétences, partageant les risques, partageant bien sûr les recettes et les dépenses. Excusez-moi de vous interrompre, on va y revenir, mais il y a une autre question que je voudrais vous poser. Avant, vous avez très bien décrit le fait que l'industrie manufacturière incorpore énormément de services, de la conception jusqu'au service après-vente pendant toute la durée de vie du produit. Et dans la valeur produite, il y a cette composante de service. Mais est-ce que dans les produits modernes, la composante symbolique des produits, la marque, l'esthétique de produit, ne fait pas aussi partie du process de production? Ça, c'est un phénomène très très intéressant. On renoue avec, sous une autre forme évidemment contemporaine, mais on renoue avec certaines des réflexions qui ont eu lieu dans les années 20, lorsque l'industrie mécanisée, manufacturière, a voulu renouer avec la tradition de qualité qui avait été perdue lorsqu'on avait abandonné la production artisanale. Hein. Toute cette réflexion autour du design des produits, autour du fait qu'un produit, ça n'est pas seulement quelque chose de matériel qui rend un service. Non, que un produit, ça parle à l'imaginaire, ça parle à la personne du consommateur. On en a un très bel exemple avec les produits Apple, par exemple, où voilà, l'esthétique et l'image de marque du produit jouent un très grand rôle. Voilà. Mais on a eu, avant, et c'est une histoire très ancienne, le fait que le produit que vous consommez permet de construire votre propre identité et de vous situer socialement. On l'a très bien vu avec l'automobile. L'automobile a été long, ça passe un peu maintenant, mais l'automobile a été très longtemps un symbole de statut social. Aujourd'hui, le symbole de statut, c'est effectivement d'avoir le dernier iPad. C'est drôle d'ailleurs de voir que le produit emblématique de la société d'aujourd'hui, celui auquel se rattache le prestige de la personne et le sentiment d'être quelqu'un dans la société. Maintenant, on se le construit autour d'appareils comme l'iPhone ou l'iPad, alors qu'avant, c'était indéniablement l'automobile qui remplissait ce rôle. Mais cela reste des produits nomades. L'automobile permettait de bouger,
et l'iPhone est le produit qui permet d'être chez soi partout. Oui, enfin, la maison aussi était un produit de prestige, hein, et elle ne bouge pas. Mais sédentaire. Oui, elle est sédentaire. Ceci dit, ce qui est plus important peut-être que le nomadisme et la mobilité, c'est l'ubiquité. C'est-à-dire le fait que ces produits donnent accès à un espace où la distance géographique n'existe pas. Hein, c'est-à-dire que où que vous soyez avec votre iPad et votre iPhone, vous pouvez entrer dans l'Internet et accéder à Wikipédia ou à votre messagerie ou autre, hein, dans cet espace où la dimension est nulle. Alors, nous avons vu que dans la fabrication d'un produit au XXIe siècle, la part de service, la part de la production immatérielle et symbolique est très très importante et finalement presque plus importante que la part de production matérielle. La conséquence, c'est lorsqu'on réfléchit en termes de compétitivité. On ne peut pas analyser la compétitivité d'un produit simplement en termes de compétitivité du coût de production matérielle. Qui n'est qu'une partie du coût de production du produit. Puis si le bien, qui est sa composante matérielle, n'est qu'une partie du produit parce qu'il est un assemblage de services avec le bien, donc effectivement le coût des services devient important et peut même devenir majoritaire. Donc en fait la part de coût de production matérielle avec une informatisation, une automatisation renforcée ne devrait que diminuer. Par contre il est difficile de faire baisser le coût des services qui est incorporé dans les produits. Alors là, pour le coup, l'informatisation arrive à la rescousse. L'informatisation permet d'automatiser les tâches physiques répétitives, mais aussi les tâches mentales. Vous savez qu'en ce moment, les lawyers américains ont un gros problème. Ils vont se retrouver massivement au chômage. Parce qu'une bonne part de leur activité intellectuelle, qui consistait à faire de la recherche de précédents, dans la jurisprudence, en dépouillant une documentation papier. On voit ça dans les films d'ailleurs, des bibliothèques énormes de bouquins de jurisprudence. C'est automatisé maintenant. Et les automates trouvent la jurisprudence aussi efficacement et parfois de façon plus judicieuse que ne le faisaient les lawyers dans leur bureau.